Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre périple à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ce qui est frappant lorsque l'on visite les brasseries belges, c'est leur histoire. Certaines ont traversé les siècles, se transmettant de génération en génération. Nous l'avons vu dans le dernier épisode sur la brasserie Rodenbach, le savoir-faire de la Rouge-Brune des Flandres ne s'est pas construit en un jour. D'autres brasseries ont elles aussi une histoire très riche et très ancienne, comme celle que nous découvrons dans cet épisode. Saison 5, épisode 5, Manu de Langer, brasserie Malheur à Buggenhout. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez réagir en temps réel à cet épisode au fur et à mesure de son écoute sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, si vous appréciez le Podcapsuleur, pensez à le soutenir par un don financier sur Tipeee. Merci. Lorsqu'il relance la brasserie familiale en 1996-1996, Manu de Langer reprend le flambeau d'une histoire ancestrale qui débute en 1600. C'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que sa famille s'installe dans l'actuelle brasserie à Buggenhout, en Flandre orientale, où elle fabrique des gueuses. La Seconde Guerre mondiale et les réquisitions de cuivre mettent un coup d'arrêt à la production brassicole et la famille s'oriente alors vers le négoce et l'embouteillage. Une cinquantaine d'années plus tard, Manu de Langer relance la production avec une gamme de bières bien différente de ce que faisaient ses aïeux avant lui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Manu de Langer. Bienvenue à la brasserie des bières Malheur à Buggenhout en Belgique. Manu, tu nous accueilles dans ta brasserie. Alors on va la situer rapidement. On est en plein cœur des Flandres, au nord de l'île, dans un village qui a toute une histoire brassicole et une histoire qui est intimement liée à ta famille. En effet, nous sommes sur un endroit spécifique. On borde une ancienne frontière médiévale, une rue qui va en Artois. On l'appelle ici l'Artoisienne. C'est communal départemental qui va tout au sud pour tomber à, je ne sais pas quel village là, Maubeuge ou même un peu à l'ouest. Mais en tout cas, elle va en France, en Picardie. On brasse de la bière ici depuis 1600 ? C'est-à-dire que l'endroit même, on brasse déjà très longtemps. On a trouvé un document. Dans le document était inscrit qu'on devait payer une taxe en denier louvain-cis, le moment que Louvain était la capitale du Brabant, donc longtemps avant Bruxelles. Et c'est un denier qui était en fonction entre 1100 et 1200. Donc l'activité industrielle date déjà de là. Bien que notre famille n'était pas si longtemps ici, à l'endroit même. Ce n'est qu'en 1750, quelque part, qu'on est venu à cet endroit ici. Et qu'on est sûr que c'est une brasserie. En tout cas, toi, ta famille, depuis 1600, est une famille de brasseurs, de père en fils ? Oui, brasseurs, bourgmestres, politiciens. Il y a plusieurs bourgmestres dans la famille dans le passé. Et on fabriquait aussi des bateaux, des navires à côté de l'Escaut, qui est ici à 1000 mètres à peu près. Mais depuis longtemps, de père en fils, brasseur, ça veut dire que les anciennes bières étaient des gueuses. Dans le temps-là, il n'y avait pas de contrôle de fermentation, de levure, donc c'était des bières acides. Donc vous avez déjà vu l'ancienne tour, typiquement gueuse, où on refroidit la bière, on refroidissait la bière en eau avec les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes. Oui, parce qu'il n'y avait pas le froid industriel, donc il fallait attendre un courant d'air pour que ça refroidisse, quoi. Voilà, et ça veut dire qu'on brassait que de septembre jusqu'à mai. On brassait en hiver pour pouvoir refroidir. On ne brassait jamais en été. Oui, parce qu'à l'époque, l'hiver commençait en septembre. À peu près, c'était plus frais, donc à ce moment-là, on commençait à brasser. Mon arrière-arrière-grand-père était un fils de brasseur à Basse-Rode, l'autre côté de la rue, de la frontière dans le temps, qui s'est marié avec une fille de brasseur qui habitait ici. Et depuis là, on est resté ici, donc ça doit dater 1750-60, quelque part comme ça. Et c'était Balthazar de Lancer qui est venu ici. Donc on est toujours, la ligne masculine est restée jusqu'à aujourd'hui et continue, puisque mon fils Guillaume
va continuer et j'ai déjà un petit-fils qui s'appelle Balthazar aussi. Peut-être lui sera dans 20 ans, 30 ans le successeur de la famille. Cette rue, elle a une importance parce qu'elle a servi de frontière. D'ailleurs, pour l'anecdote, la partie où nous nous trouvons actuellement était rattachée à l'Allemagne. L'autre côté de la rue était rattaché aux Flandres. Oui. Et sur la bière, on n'avait pas la même vision des choses et c'est plutôt anecdotique. En effet, on est vraiment à cheval sur une rue. Donc, l'autre partie, côté ouest, c'était les Flandres où il y avait une loi qui interdisait d'employer les houblons en fabrication, mais on devait appliquer les épices qui devaient être achetées à Bruges à la maison d'épices pour avoir des taxes pour le roi français. Par contre, cette partie, la côté est de cette frontière ou la rue, ça tombait entre l'Empire allemand et on devait employer les houblons, donc on devait payer des taxes pour l'empereur allemand. Ça veut dire qu'un petit pays comme le Flandre ou une petite région comme les Flandres, il y avait deux lois opposantes qui devaient être contrôlées ou bien de Cologne ou bien de Paris. Et il est bien évident que beaucoup de Flamands n'ont pas tenu compte des lois. Ils ont chipoté entre les deux lois, ce qui veut dire en bière qu'ils ont employé et les épices et les houblons. C'est d'ailleurs l'origine de la diversification de sortes de bières dans les Flandres, qui commence déjà dans le nord de la France, qui étaient les Flandres français, comme on dit, je crois. Oui, parce que dans la partie allemande, on brassait de la Pils. Oui, en Allemagne, il n'y a que deux sortes, c'est une Pils forte ou une Pils légère, mais c'est la Pils. Il y a quelques-unes, il y a un peu de rares bières, mais en principe, il n'y a que 3-4 sortes de types de bière en Allemagne, bien que chaque région avait son goût. Mais en type de bière, il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, ici, il y a beaucoup de sortes de bières. En tout cas, la brasserie Malheur n'est plus concernée aujourd'hui par la loi de pureté allemande. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les bières qu'on va découvrir ensemble. Voilà. En effet. Par contre, on a deux types de bières. On a nos blondes qui suivent bien la loi allemande. Et les brunes sont simplement les bières flamandes. Donc, dans les blondes, 100% blond. Dans les brunes, on a un mélange d'épices et de blond. Donc, je continue quand même un peu les deux lois différentes un peu ici. Une autre anecdote, que ce côté de la rue, les Allemands étaient beaucoup plus libertins. Il y avait une dizaine de brasseries à côté de la rue. L'autre côté de la rue, il n'y avait que les brasseries dans la ville pour savoir contrôler les accises. Donc, à Dendermonde, la première ville, il y avait une vingtaine de brasseries entre les murs. Il n'y avait pas de brasserie autour. Ce n'est que de ce côté de la rue qu'il y avait beaucoup de brasseries et bien sûr qu'on vendait la bière de l'autre côté de la frontière, l'autre côté de la rue bien sûr. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est ton grand-père qui dirige la brasserie familiale. Les Allemands réquisitionnent tout ce qui est en cuivre et les cuves de la brasserie n'échappent pas aux réquisitions. En effet, on n'a plus pu pouvoir redémarrer après la guerre puisqu'on manquait le cuivre. La famille manquait aussi de l'argent pour investir dans le cuivre, dans l'installation. Mais il y avait quand même un changement de mode de la bière. Nous avons fabriqué dans le passé lagueuse type bière spontanée, tandis que la mode après la guerre était les bières Pils, qui était commencée la mode après la Première Guerre mondiale. Il y avait déjà la mode de Pils, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'était vraiment foutu pour les gueuses. Heureusement, aujourd'hui, il reste encore de bons brasseurs de gueuses, mais le marché est tout petit. C'est pourquoi mon père, qui était le premier ingénieur brasseur, a décidé de ne plus recommencer la brasserie et de rester négociant en tirant les bières qu'on achetait chez d'autres brasseurs modernes dans ce temps-là. Oui, c'est-à-dire en tirant, c'est en embouteillant. On achetait la bière en vrac et on embouteillait. On embouteillait en fût et en bouteille, ici. Parce que le matériel d'embouteillage n'avait pas été confisqué. Oui, toutes les machines étaient en fer et en fonte, mais pas en cuivre. Donc les Allemands n'avaient pas besoin de ça. Après-guerre, il n'y a plus de brasserie et c'est seulement, j'allais dire, il y a 25 ans que tu décides de remonter une brasserie. Alors évidemment une brasserie moderne avec du matériel inox, avec du matériel que l'on fabrique aujourd'hui. En effet, il y a 25 ans, après la mort de mon père, qui est mort en 1991, j'ai décidé de redémarrer une brasserie pour faire une bière qui me plaisait mieux, puisque dans ce temps-là, la bière devenait de plus en plus sucrée,
moins houblonnée. Et je voudrais une bière légère avec un bon houblonnage. Et les fleurs de houblon, pas les pellets ou les autres choses qu'on met pour travailler plus facilement. Je voulais l'ancien système de mon grand-père, les fleurs de houblon, les fleurs qu'on va sélectionner chaque année dans les beaux endroits de l'Europe, c'est même pas de la Belgique. On va en Tchéquie pour le Tsas, on va en Slovénie pour le Styrien et on va à Tettnang en Allemagne pour le Tettnang. Ce sont des sélections de houblons aromatiques. On n'emploie pas les houblons amers pour pouvoir donner un meilleur goût à notre bière. Bien sûr que ce n'est pas évident puisque c'est très cher. Donc d'abord, les houblons aromatiques sont plus chers, mais en plus, on doit mettre beaucoup plus de kilos par rapport aux houblons amers quand on calcule l'amertume après le brassage. Mais c'est une idée qu'on fait et qu'on veut rester faire dans le futur. Manu, on entre dans la salle de brassage. Est-ce que tu peux nous présenter l'installation ? Oui, bien sûr. Ça, c'est la partie chaude de la brasserie. Donc, il y a 2 cuves. Une cuve pour bouillir et un filtre. Ils sont tous les deux en inox actuellement. Dans le temps de mon grand-père, c'était cuivre et fonte. Ils sont bien isolés maintenant. Et là, c'est chauffé aux vapeurs. On fait 30 hectos par brassin. Et on brasse 2 fois par jour. Pas toujours le vendredi, ça dépend un peu, mais au minimum, on brasse 3 jours, parfois 4 jours, donc 8 brassins entre 6 et 8 brassins par semaine. Le rythme du brassin a à voir avec la fermentation, donc on doit avoir des tanks vides. Nous avons 8 tanks de 50 hectos et on a 4 tanks de 4 brassins. Et nous avons 2 tanks de garde horizontale qui sont neufs depuis 5 ans, qui ont 250 hectos pour gagner un peu de temps. Au lieu de faire la garde dans le cylindre conique, on fait la garde dans les tanks horizontaux. Alors on sait, nos auditeurs savent, parce qu'ils ont écouté l'épisode à la brasserie de Ranque, que l'utilisation du houblon en fleurs, c'est bien, mais c'est très compliqué, notamment pour la filtration. Oui, en effet, mais on filtre 2 fois. Notre bac à filtre, on va d'abord faire séparer la drèche avec le mou. On va la nettoyer et après l'ébullition, on va le refaire une fois dans le même tank. Ça prend un peu de temps de plus, mais ça donne quand même une autre type de bière. Seul problème technique, c'est quand on ajoute le houblon frais, le cône d'houblon, pendant que la bière ébouille. C'est dangereux puisque ça peut sortir et ça c'est dangereux. Donc, oui, parce que c'est de l'eau sucrée qui est en ébullition. Sucrée, ça colle de suite, c'est de 102 degrés, ça brûle à travers la figure, les mains. Il faut faire très attention quand on met les houblons frais. Et la filtration se fait sur les fleurs de houblon. Oui, on fait une filtration, je vais vous ouvrir, je vais voir un petit instant. Donc ici c'est un filtre de mou et un bac à filtre pour houblon. Donc on va mettre tout la bière avec les houblons là-dedans. On va remuer, ça va faire une nappe et puis on va filtrer à travers la nappe. On doit être très attentif que ça ne bloque pas les robinets, puisque ça colle quand même ensemble. Les drèches vont après chez une fermière, le fermier qui est le père de notre jeune brasseur, qui reprend les drèches, et les restes des houblons, ils vont sous le champ puisque ce sont des feuilles. Au-dessus des cuves d'empâtage et d'ébullition, il y a un étage au-dessus où on trouve le concasseur et le stock de malt. Voilà. En effet, on a le cellier des grains, des mous, et une fois par semaine, le vendredi après-midi, on va mettre les sacs de 25 kg sur palette en eau et on cherche à peu près 1 tonne de malt en eau pour la semaine qui vient. On n'est pas encore automatisé à ce point-là. C'est toujours par sac de 25 kg. Il y a 25 ans, quand tu as investi dans le matériel, tu as choisi des fermenteurs cylindro-coniques, ce qui n'était pas encore très courant à l'époque.
Non, pas du tout. On était la première petite brasserie qui avait le Silner Conic. Il y a pas mal de brasseurs de spécialité qui n'avaient pas ça. Mais puisque c'est neuf, on l'a installé et ça fonctionne bien. Donc ça nous aide surtout en hygiène. La bière reste là en principe pour la fermentation et la garde et le froid, pour prendre le froid. Aujourd'hui, puisqu'on manque de la place, on a étendu, on le fait dans d'autres tanks, mais ça travaille très bien. On peut récupérer la levure en bas. On a une procédure pour récupérer et on fait d'un ancien brassin, on fait un nouveau brassin, donc ça fonctionne bien. Et vous voyez, tout est en tube inox, donc il n'y a presque pas de tube, sauf le dernier tube pour aller au camion pour le tirage, la mise en bouteille de nos produits. Oui, parce que si longtemps ici on a embouteillé de la bière, oui. Aujourd'hui c'est plus le cas. Non, en effet. Je me rappelle quand j'étais petit, une installation, j'ai connu trois sites ici, donc la petite, un plus grande depuis la plus grande dans la fond, dans le fond des magasins qui datent des années 70. On travaillait 4 jours. Le premier jour c'était démarrage, le deuxième jour le mardi, ça marchait. Troisième jour aussi, et puis on devait s'arrêter pour nettoyer. C'était encore avec des blocs savon pour que ça glisse. Mais quand c'est pas chaud, c'était toujours en panne, ces machins-là. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus de savon. Maintenant, ce sont les huiles adaptées qui supportent le froid et la chaleur. C'est pourquoi qu'on fait les tirages ailleurs, puisqu'il y a quand même des brasseries en Belgique qui ont de la place et qui veulent accepter des tiers brasseries à un certain volume. On a parlé du houblon qui venait de République tchèque, d'Allemagne ou de Slovénie. Puisqu'aujourd'hui c'est vendredi et qu'on est en train de ranger le malt, d'où vient la céréale ? Les céréales viennent d'une malterie belge et je demande des céréales qui viennent du Bauge de la France. Donc moi je préfère, mais tout dépend de l'état du saison, puisque j'ai craint cette année 2021. Ce ne sera pas facile puisqu'il a plu beaucoup. Et quand il pleut beaucoup et ça ne cesse pas bien des fungus, et les fungus pour notre bière en refermentation, c'est très 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 difficile. Donc on doit bien regarder ce qu'on fait. Le malteur a dit qu'il n'y a pas grand souci, mais ils disent toujours qu'il n'y a pas de problème, et le problème vient chez le brasseur quand c'est pas bien. Mais j'espère qu'on aura une bonne année. Une année de pluie, c'est jamais bien pour le malt brasseur, jamais. On n'embouteille plus ici, mais on continue à conditionner la bière en fût. Oui, la seule chose qu'on fait l'embouteillage ici, c'est nos fûts qui sont refermentés. Donc tous nos fûts sont refermentés. Et on est une des seules brasseries que je connais au monde qui font la refermentation au fût non pasteurisé. Donc la bière vient du cuve, on filtre et on met dans les fûts. On a une installation adaptée pour ça. Les bouteilles, par contre, les bouteilles standard 33-25, 3/4 bière belge sont embouteillées en Belgique, ou bien chez Anders, ou bien à Bruges, puisqu'on n'a pas encore une embouteilleuse, et je ne crois pas que je vais le faire. C'est trop compliqué au niveau technique. C'est plus mécanique, c'est tout électronique, et là ça pose le problème. Pour une installation, après 10 ou 15 ans, on ne suit plus ces CPU et on est bloqué. Notre bière d'embouteille champenoise est à l'Institut œnologique de Reims, d'Épernay, qui vient faire l'embouteillage pour notre bière brute. Et vous avez raté de 2 jours, puisque j'étais ici 2 jours avant. On est ressorti de la brasserie. Entre la salle de brassage et l'espace de stockage, il y a quelques fermenteurs encore à l'extérieur. Oui, on a les fermenteurs 4 brassins et on a aussi les tanks horizontaux qu'on emploie actuellement pour stockage et pour faire la garde. Donc c'est 250 hectolitres là. Donc ça veut dire 2 grands et un petit, ça fait 250. Pour gagner le temps, on fait, après fermentation, on les met ici pour faire la garde 3 semaines, 10 degrés. Et puis on refroidit à -2 pour pouvoir filtrer. Aujourd'hui, la brasserie Malheur, c'est une dizaine de références. Oui. Avec des bières classiques, des bières plus spéciales, et puis quelques bières un peu vieillies. Oui, en effet, notre standard, la bière la plus vendue, c'est la Malheur 10, une blonde, qui est brassée selon les lois allemandes, pureté.
pas 100%, puisqu'on emploie un peu de sucre pour la refermentation, et là, ils ne connaissaient pas dans le temps en Allemagne, mais en tout cas seulement des houblons, pas d'épices. Nous avons nos bières brunes qui sont épicées, mélange d'épices et doublons. Et nous avons aussi quelques spécialités avec des copeaux. Donc on fait des essais avec la bière au copeau. Et de la barrique? Et la barrique, donc c'est pour les brutes qu'on fait. Ce sont de petites sélections, ça, pour les connaisseurs. Manu, on vient d'entrer dans la chambre chaude où la bière refermente, et elle refermente en fût. Bien sûr, elle refermente en fût 3 semaines à peu près 21 degrés. Et on contrôle la fermentation, le résultat de la fermentation par un manomètre qui mesure la pression, on sait la température, donc on sait la pression par rapport au démarrage. Et là, on peut voir si la fermentation est finie ou pas finie. Là, on est sur du fût jetable. Oui, en fait, l'exportation, c'est de fûts jetables, mais 100% recyclables, puisque c'est trop cher. Le fût de retour cautionné, c'est beaucoup trop cher. On a besoin de plusieurs fûts pour vendre un, puisqu'ils sont en stock à plusieurs endroits. Plus on a besoin de fûts pour la saison haute, donc on a 3 mois beaucoup de fûts, et 9 mois, il y a trop de stock. Donc j'ai préféré travailler en one-way, mais une très bonne qualité, ça s'appelle PTNR. On a même des fûts avant le Covid qui sont passés 12 mois après la date qu'on a fixée et toujours parfaite. Ça ne pose aucun problème. L'avantage est que le cafetier ou le négociant ne doit pas avancer la caution, puisqu'on ne calcule rien pour ça. Donc c'est une très bonne solution pour les bières de spécialité. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, et nous faisons connaissance avec Guillaume, qui est le fils de Manu, mais qui est aussi le maître brasseur de la brasserie Malheur. Guillaume, on attaque cette dégustation avec la Malheur 10. Oui, merci bien. J'aimerais bien remplir un petit verre de Malheur 10. Malheur 10 est la bière blonde forte de la brasserie, qui est bien connue en Belgique, mais aussi en France. Et c'est une de mes préférences de la brasserie. La bière est typique belge, c'est une réfermentation en bouteille. La bière est filtrée, alors elle est claire, mais il y a un tout petit peu de dépôt dans la bouteille que la levure. Nous avons besoin de la levure pour la réfermenter. Le mousse est bien blanc, ça viendrait de l'orge, les protéines qui sont là-dedans. Et allez, on y va goûter. D'abord, le nez. C'est un balance de malty et les houblons, les arômes des houblons qu'on sens. Il y en a du citrus, tout petit peu d'orange et aussi un base de maltiness. Et quand je le goûte, il y a un balance entre la citrus flavors et quand même un grand body qui n'est pas sec, mais non plus sucré, mais un body bien complexe, comme un bière belge typique. Deuxième dégustation. La Malheur douce, la bière brune, parfaite pour l'hiver, pour les saisons qui arrivent. Un pour vous et un pour moi. Je l'aime bien. C'est aussi une bière de réfermentation en bouteille, de haute fermentation ici dans la production. Et c'est comme on dit un quadruple. C'est bien fort. Elle a 11 degrés, tout petit peu plus, 11 degrés. Comme la blonde, elle est bien claire, mais elle est quand même foncée, elle est dark. Elle n'est pas
black, mais elle est bien brune. Robin, rouge, une couleur, à mon avis, très élégante. Et le nez. Nous avons beaucoup de raisins, maltiness et un tout petit peu de spiciness. Et après les raisins, on utilise pour cette bière une houblon qui vient d'Alsace, mais je ne peux pas dire quelle sorte, car ça c'est le secret du maître brasseur. Mais elle est bien notable dans le nez. Elle est bien forte, tout petit peu d'alcool dans le goût, bien complet. C'est un bon balance pour une bière forte qu'on veut boire pendant l'hiver quand c'est bien froid à l'extérieur. Santé! Troisième dégustation. Là, Guillaume, on part sur quelque chose, un produit complètement différent. Correct. On a des bouteilles qui ressemblent clairement à du champagne. Voilà. Pour la troisième dégustation, j'en ai pris la Malheur Brut. C'est une bière faite à la méthode champenoise. Alors, on va la réfermenter avec une levure de champagne. On y va la remuer et dégorger en France. Et à la fin, on reçoit un produit complet différent des bières traditionnelles qu'on produit. Il y en a beaucoup de pression là-dedans, beaucoup de bulles. Le grammage de CO2 est plus haut que notre propre bière. Et nous avons utilisé la Malheur 10 à la base pour la Malheur Brut. La même impression du mousse. C'est pas si clair. Alors le remouage et le dégorgement n'est pas bien passé, mais ça arrive. Mais il y a beaucoup de bidules dedans. Il y a beaucoup de CO2 dans le produit. À cause du levure de champagne, l'atténuation est plus haute que notre autre bière. C'est plus sec, mais aussi, à cause du gaz, plus de fraîcheur là-dedans. Santé. Guillaume, quatrième dégustation. La dernière, c'est aussi une bière brute ou une bière champenoise, mais celle-là est à la base du Malheur 12. Et elle a un plus grand nez du bois. Vous l'allez voir tout de suite. Ou sens tout de suite. Donc la Malheur 12, c'est une bière brune, hein? Correct. Et aussi la Malheur Dark est une bière brute qui est bien foncée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Attention. Et voilà. Un tout petit peu de mousse. C'est un des produits qui ont gagné un prix à le concours World Beer Awards à Londres dans la catégorie Specialty Beer Brut Santé. La couleur est comme la Malheur 12, bien brune, foncée, dark. Et la mousse a un tout petit peu plus de couleur brune. Elle a moins les reflets rubis que la Malheur 12. Correct. Mais il y en a aussi beaucoup de... comment on dit, la clarité est bloquée par la fraîcheur du bière. Dans le nez, vous avez beaucoup de fruits rouges, du bois, et aussi la typique freshness du levure de champagne. Est-ce que le nez fruits rouges, ça révèle le houblon alsacien qui est utilisé dans cette bière? Correct. C'est correct. Ah, vous êtes tout à fait correct avec le houblon. Santé.
La brasserie Malheur aujourd'hui produit une dizaine de références, mais tu as quand même des projets. Correct. Ouais, j'en ai des idées, des projets. Je veux bien produire une bière blanche à la sorte d'Allemagne, un Weizenbier. J'aimerais bien le goût du blé, du fullness, du body qu'il a en dessus à 5 degrés d'alcool. Oui, j'aimerais bien le goût, le drinkability, la qualité de levure qu'ils utilisent. C'est encore une grande idée, un projet que je vais bien faire dans 5 ans. Mais je dois convaincre mon père. Merci à Manu et Guillaume de Lancher pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie Malheur. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com/podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.